Hello amis des livres, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. Alors, donc quel est le héros idéal d'un roman? J'avais parlé du protagoniste et des 27 clés pour créer le héros de tes rêves. Tu te rappelles sans doute que je t'avais parlé des défauts du protagoniste et de la nécessité de lui en donner, au risque de le faire paraître trop humain. Si le gentil peut être badass, le méchant l'est encore plus, et humain, il l'est d'autant plus aussi, avec des faiblesses qu'on aurait même parfois du mal à imaginer dans la réalité. Dans les films hollywoodiens, on voit souvent des méchants psychopathes, sans la moindre empathie, sans le moindre remords, et prêts à tout pour satisfaire le besoin primaire, leur pulsion. Encore une fois, et ça je n'arrêterai pas de le répéter, on est bercé dès l'enfance dans un manichéisme palpable et omniprésent. D'un côté, il y a les bons, et de l'autre, les mauvais. Et, encore une fois, c'est notamment le cas des films Disney. C'est aussi le cas de Tintin, dont j'ai déjà parlé, avec certains méchants. Dans les aventures d'Indiana Jones aussi. Dans les films d'Indiana Jones, Indy est souvent confronté à des ennemis, des méchants, très méchants, qui recherchent le profit, la gloire personnelle, et qui sont prêts à commettre tous les crimes les plus abominables pour arriver à leur fin. Steven Spielberg et George Lucas ont bien fait ce travail-là, en choisissant pour ennemi principal d'Indy les nazis du Troisième Reich. Dans James Bond, c'est la même chose. On a une flopée d'ennemis tous aussi sociopathes et délirants les uns que les autres. À commencer par Goldfinger, puis Dr. No, et beaucoup plus récemment, là, Silva, dans le film Skyfall. Bien, maintenant que dis-tu d'un méchant qui bascule peu à peu vers le côté obscur? Je m'explique. Tu te rappelles que je t'avais parlé dans Le gentil et le méchant, quelle différence du méchant jungien et du méchant freudien? Je vais te rappeler la philosophie de Carl Jung et celle de Sigmund Freud, un contemporain de Jung, avec qui ils ne s'entendaient pas justement, en raison de leurs théories complètement différentes. Freud était persuadé que l'être humain est mauvais par nature et qu'il est uniquement motivé par ses besoins les plus primaires. Ce que je veux dire par là, c'est... on s'est compris. De même, je rappelle cette description que Freud fait de l'homme. Alors, l'homme n'est pas cet être débonnaire, au cœur assoiffé d'amour, dont on nous dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être qui doit porter, au compte de ses données instinctives, une bonne somme d'agressivité. Pour lui, par conséquent, le prochain n'est pas seulement un auxiliaire ou un objet sexuel possible, mais un objet de tentation. L'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Ça nous rappelle trop cette phrase de Plaute, l'homme est un loup pour l'homme. Mais franchement, si on prend tout ça trop au sérieux, comment envisager l'avènement de la civilisation si l'homme n'est vraiment qu'un loup pour l'homme? C'est là que la théorie de Freud ne tient pas tout à fait debout. Ceci dit, cette théorie, comme je l'ai déjà dit, est à la base des histoires de Dark Fantasy, je trouve. Alors la Dark Fantasy, je le rappelle, est un sous-genre de la fantasy où les personnages, plongés dans un univers particulièrement sombre et violent, vont devoir se battre sans cesse pour leur survie, fatigués par les obstacles de la vie et qui pourtant sont obligés de faire face à une nouvelle adversité. Quand celle-ci se présente à eux, malencontreusement. Il n'y a pas de récit plus réaliste, je trouve. Bon, je suis pas là pour te parler d'un Dark Fantasy, mais bien de l'antagoniste d'un roman, enfin d'une histoire quoi. Pour en revenir à Freud, je pense que lui-même ne voulait pas qu'on se fasse d'illusions quant à la nature de l'homme, qui est consommatrice, destructrice et perverse dans ses pensées les plus obscures. Bon, c'est compris. Un autre roman qui correspond aussi à cette vision est Blood Song de Tony Ryan, que j'ai eu l'occasion de commenter dans une vidéo. Mais passons à Carl Jung si tu veux bien. Comme tu le sais peut-être, Carl Jung est à l'origine du concept des archétypes en psychologie analytique. Malgré l'once de réalisme de la théorie freudienne, c'est Carl Gustav Jung qui est le plus à la mode aujourd'hui. Pourquoi? Tu sais, quand on parle de ce qu'on appelle le développement personnel, aller chercher dans nos pensées, en allant au-delà du rationnel, trouver du sens, suivre ses intuitions. Bref, toutes ces démarches psychologiques contemporaines proviennent de Jung. Bon, je ne suis pas psychiatre, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Mais alors, quel point commun entre la théorie jungienne et le méchant d'une histoire? Pour Jung, le but d'une vie est de passer de l'ego au grand soi,
autrement dit à une meilleure version de soi-même, à travers ce qu'il appelle le processus d'individuation. Comme précisé dans un article sur psychologie.com, dont le lien figure dans la description de la vidéo, il s'agit d'un cheminement intérieur, par lequel on va tenter de devenir le plus conscient possible pour se transformer en individu particulier, une personne parmi d'autres, mais unique. En fait, tu peux considérer ça comme une seconde naissance. Bon, j'imagine que tu vois ce que je veux dire. Pour te donner un exemple, c'est suite à une prise de conscience sur le monde et sur moi-même que je suis devenu quelqu'un d'autre en quelque sorte. Et c'est également suite à cette prise de conscience que je me suis mis à écrire. Attention, la démarche de Jung ne vise pas à créer des anges. Non, je disais meilleur, ce n'est pas dans le sens où il faut être un bon samaritain, mais dans le sens où on va aller chercher au plus profond de soi-même les ressources qui vont nous permettre de devenir pleinement ce que nous devrions tous être. Des êtres exceptionnels, dotés d'une confiance en soi inébranlable ou presque, et qui ne comptent que sur leur propre ressenti, leur propre principe, et non pas, qui ne suivent pas les principes des autres. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'en procédant ainsi, on devient systématiquement bon. Et Jung reste réaliste sur ce point. Nous ne sommes pas tous des anges, dit-il dans l'article, ce qui explique peut-être la présence de super méchants dans les space opéra et dans les histoires de high fantasy, comme expliqué dans la vidéo ce que vous ne saviez pas sur la fantasy. Les super méchants sont, en fin de compte, des êtres qui ont pleinement développé leur potentiel, mais selon leur psychologie de base, ce qui sous-entendrait qu'un homme peut être naturellement mauvais, avoir des idées perverses dès le début, et devenir de ce fait l'ennemi public numéro 1. C'est possible. Les meilleures histoires sont, selon moi, celles où effectivement il y a un puissant ennemi à combattre, voire face auquel il est préférable de prendre ses précautions et fuir, ça peut arriver, au risque de laisser s'émerger dans le cœur du héros des fragilités, des fragilités qui peuvent être un vrai handicap, quitte à faire retourner le héros contre ses propres assistants. D'où l'installation d'une ambiance plus sombre, plus dark, plus freudienne, du coup. Alors je précise que l'assistant c'est celui qui aide le protagoniste, mais bon, on le verra dans de prochaines vidéos. Alors quand je parlais d'un ennemi face auquel il faut prendre ses précautions et fuir, je pensais plus exactement à une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, une éruption volcanique, même un virus qui s'est propagé à l'échelle mondiale, comme une invasion de zombies par exemple. Alors là en l'occurrence, le héros sera amené à survivre et à ne pas tomber dans les pièges de cette menace. Bon. Et c'est là, justement, au cours d'une invasion de zombies, que tu peux lui faire perdre ses moyens, que tu peux lui faire perdre son sang-froid à ce héros. Pourtant, il doit tout de même lutter contre lui-même, contre son côté sombre, contre la part sombre qu'il a en lui, s'il compte rester en vie, quoi qu'il en coûte. Bon, tu vois ce que je veux dire. Alors, comme pour le protagoniste, je vais te redonner les 27 clés qui vont t'aider à travailler ton antagoniste, plus quelques petits trucs supplémentaires. T'as de quoi noter? Ok, c'est parti. Alors, je te les rénumère vite fait. Donc, tu commenceras par son nom, son prénom, son pseudo, évidemment, s'il en a un, ses dates de naissance, ses origines, dans quel pays il est né, son adresse exacte, éventuellement son numéro de téléphone, sa boîte mail. Bon, après, ça dépend à quelle époque ton personnage évolue, à quelle époque tu as situé ton histoire. Comme je te l'avais dit pour le protagoniste. Son véhicule s'il en a un, son appartement, sa maison, sa caravane, son camion aménagé, pas obligé d'être conformiste, je te le rappelle. Ses caractéristiques physiques, donc chevelure, couleur des yeux, trait du visage, sa corpulence. Bon, après, je te rappelle que l'antagoniste n'est pas forcément un humain, il n'est pas obligé d'être un humain, ça peut être aussi une catastrophe naturelle. Une tornade par exemple. Donc si c'est une tornade, quel aspect elle a, son importance, quelle est quelle est son importance quoi. Ou alors l'ampleur d'un virus, la nature du virus, le type de personne qui l'infecte en particulier. Alors après si c'est un humain, si ton antagoniste est un humain, évidemment tu pourras indiquer son look, son métier, ses passions, ce qu'il ou elle aime faire, ses talents, s'ils sont cachés ou non, ses manies, ses gestuels, ses tocs aussi. Tu peux lui inventer des tocs, ça fait plus humain comme je te l'ai dit pour le protagoniste aussi. Voilà, n'hésite pas à inventer toutes les faiblesses que tu veux pour les personnages. Au contraire, ça les rend plus humains et même plus attachants, même pour l'antagoniste.
s'il y a des restrictions physiques, alors les restrictions physiques ça peut être des allergies, ça peut être des intolérances, ça peut être un handicap physique. Sa plus grande qualité, et par opposition son plus grand défaut, ses opinions politiques, aussi sur la société, qu'est-ce qu'il pense de la société, qu'est-ce qu'il pense du monde qui l'entoure, son style de vie, sa façon d'être, son tempérament, qu'est-ce que je peux te donner d'autre encore, oui, alors sa façon d'échanger avec les gens, son niveau d'intelligence sociale, est-ce qu'il est à l'aise socialement, est-ce qu'au contraire il est plutôt renfermé sur lui-même, ou est-ce qu'il est très, très extraverti, et donc séduisant, pourquoi pas, son parcours scolaire, ses études, son statut familial, s'il est célibataire, s'il est pacsé, s'il a toujours ses parents, s'il a des frères et sœurs, voilà, imagine tout ce que tu veux. Sa couleur préférée s'il en a une. Enfin, c'est pas forcément obligatoire, mais ça peut donner, c'est un signe de... disons que c'est un indice de son caractère. Ses faiblesses et addictions, on parlait des faiblesses justement tout à l'heure. Ses faiblesses et addictions, alors ça peut être alcoolisme, toxicomanie, la luxure aussi, pourquoi pas. Là, tu ne faut pas hésiter à être vicieux de ce côté-là. Ses animaux de compagnie, son orientation sexuelle, hein, qu'est-ce que tu peux dire d'autre, ses livres préférés, si c'est un gros lecteur, son genre littéraire favori, qu'est-ce que je peux te dire, son genre musical aussi, le genre de musique qu'il écoute, ou qu'il interprète, son instrument de musique, son plat préféré, est-ce qu'il aime cuisiner, alors s'il aime cuisiner, qu'est-ce qu'il aime cuisiner, quel plat est-ce qu'il aime cuisiner. Et puis, alors voilà, comme pour le protagoniste, tu peux t'inspirer aussi de ses origines, hein, ou de ses objectifs sportifs, s'il en a. Dans ce cas, il consommera plus d'aliments que d'autres. Et au contraire, il bannira certains aliments qui ne sont pas bons pour sa santé physique et pour ses performances. Alors justement, les sports qu'il pratique, c'est de la course à pied, un sport de combat, du foot, imagine ce que tu veux. Les voyages aussi, les voyages qu'il a fait, ou qu'il veut faire, qu'il a l'intention de faire, et la façon dont il aime voyager aussi, comme je te l'ai dit pour le protagoniste, son penchant pour les arts, hein, est-ce qu'il a une sensibilité artistique particulière, est-ce qu'il pratique un art en particulier, alors si c'est du dessin, c'est du théâtre, si c'est de l'écriture créative même, hein. Alors bon, une fois de plus, la liste que je viens de te donner n'est pas exhaustive, hein, libre à toi d'ajouter tous les critères qui te sembleront pertinents, qui te sembleront nécessaires. Par exemple, si tu écris dans les littératures de l'imaginaire, tu dois certainement avoir des créatures un peu particulières, qui ressemblent de près ou de loin aux humains, mais qui ne sont pas des humains, et donc du coup qui n'ont pas les mêmes habitudes, qui n'ont pas les mêmes mœurs. Alors peut-être que ton méchant fait partie de ces créatures. Si c'est le cas, moi je te conseille d'abord de décrire les créatures avant de décrire ton méchant, avant de travailler ton méchant. Alors dans ce cas-là, tu vas décrire évidemment tu vas expliquer leurs origines à ces créatures, leur aspect physique, tout ce que tu veux, de quelle planète ou de quel royaume ils proviennent. Et alors ensuite, en ce qui concerne le méchant, peut-être même que c'est sa nature originelle, voilà, la nature, enfin je veux dire, oui c'est nature originelle quoi, qui fait qu'il se comporte méchamment, entre guillemets, envers ses propres semblables, et envers le protagoniste, va savoir. En fait oui, pense bien à décrire pourquoi et comment il est devenu méchant, entre guillemets. Justement, est-ce que c'est environnemental, est-ce que c'est familial, est-ce que c'est biologique, et sa méchanceté, comment est-ce qu'elle se manifeste? Est-ce qu'elle est plutôt physique ou est-ce qu'elle est plutôt psychologique, ou les deux? Quel type de personne est-ce qu'il aura tendance, ou aura-t-elle tendance à agresser? Pourquoi? Est-ce qu'il a des vices? Est-ce qu'il a des fantasmes particuliers, compromettants, qu'il tient absolument à satisfaire au détriment de ses victimes? Là encore, faut pas hésiter à être imaginatif de ce côté-là. Hein. Voilà, mes délivres, c'est la fin de cette émission, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, mets un pouce bleu en bas de la vidéo, partage-la sur les réseaux sociaux, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça ne coûte rien en plus. Si tu as des remarques, des suggestions sur ce que je viens de te raconter, n'hésite pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures littéraires. C'était Benjamin. Ciao.